Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Dorian. Salut Justine, comment vas-tu? Ça va ? Je vais bien et toi ? Très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Pour la petite anecdote, on a fait connaissance il y a 2 ans au tout début de Groover et au tout début de mon activité. Et il y a déjà 2 ans, je te parlais de mon futur podcast et de ma volonté de t'inviter. Et aujourd'hui, c'est chose faite. 2 ans après, 20 épisodes, nous voilà ici réunis lors d'un enregistrement de podcast. Alors, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, je suis Dorian, cofondateur de Groover, qui est une plateforme qui vise à aider les musiciens et leurs représentants à contacter des médias, des radios, des labels, tout type de personnes qui peuvent les aider à faire démarrer et émerger leur carrière. L'idée, c'est vraiment de faire cette connexion entre les artistes et les professionnels qui peuvent les aider. Donc une sorte de plateforme qui puisse enfin mettre en relation les artistes avec ceux qui peuvent les aider à se faire connaître. Ok, très clair, très précis. Est-ce que avant tout ça, tu peux me faire un petit point sur quel est ton parcours, ce que tu as fait ? Alors, avant de monter Groover, il y a à peu près 7 ans, j'ai monté un petit blog de musique, au départ vraiment comme une passion qui s'appelle Indéflagration. Oui. Et nom choisi en quelques secondes et un peu trop rapidement. Et du coup, après Groover, j'ai choisi de faire que 2 syllabes plutôt que 4 ou 5 syllabes Oui. difficiles à retenir. Et en fait, c'est un blog que j'ai créé avec des amis pour justement faire découvrir des morceaux et des artistes qu'on aimait bien et qu'on trouvait pas assez reconnus. D'accord. Et l'idée, c'était ça au départ, vraiment simplement partager des sons avec nos amis, avec les gens qu'on connaissait autour de nous. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que je recevais énormément de messages, de sollicitations. Et on a également pu enregistrer après des sessions acoustiques. On en a fait une 40aine, des sessions live filmées dans le studio Flagrant. Donc Flagrant qui faisait un rappel à Indéflagration. Ok. On a organisé des concerts aussi. Et en fait, je connaissais rien au milieu de la musique. Ça m'a permis de le découvrir. Et c'était en parallèle de mes études à l'ESSEC. Après prépa, donc j'étais entré à l'ESSEC. J'ai fait 1 an en Australie aussi pour un master d'affaires internationales là-bas, D'accord. à Brisbane. Ok. Et derrière, je suis parti à Berkeley en Californie pendant 6 mois, là où j'ai Énorme. rencontré les cofondateurs de Groover et on a commencé à monter cette plateforme. Ok. Quand est-ce que tu as débuté dans la musique ? Bah, je pense que c'est justement, en fait, sans le savoir, au moment où on a Ce créé blog ? avec mes amis ce blog là, Indéflagration. Parce qu'en fait, très vite, comme on est sollicité par des artistes, qu'on veut essayer de développer des choses comme aller à des concerts, aller à des festivals, essayer d'inviter des artistes pour qu'ils jouent à des sessions live ou jouer à des concerts. En fait, on entre dans le milieu sans le savoir en essayant de comprendre comment les choses fonctionnent, quels sont les métiers, quels sont les rôles, comment s'adresser à eux. Et peut-être pas dès le départ, mais je pense que 1 an, 2 ans après avoir démarré le blog, je commençais à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait. D'accord. Et ensuite, je pense que le moment où vraiment je me suis dit, OK, je vais vraiment travailler dans la musique, c'est au moment où on a créé Groover et où Groover a commencé à fonctionner et où on s'est décidé à se mettre 100% dessus, donc fin 2017. D'accord. Par rapport au blog, tu as dû apprendre un petit peu les acteurs du secteur de la musique et en même temps, j'imagine que tu te formais ou tu étais déjà formé sur le marketing digital de comment créer un site web, comment est-ce qu'on lance un blog, est-ce qu'on travaille le référencement, est-ce qu'on fait de la pub, est-ce qu'on fait appel à des influenceurs. Comment est-ce que tu avais envisagé tout ça ? C'était sur le tas ou tu avais déjà réfléchi à ça avant de lancer ce blog ? Complètement sur le tas. J'y connaissais rien et en plus pendant mes études, j'ai pas du tout fait de cours sur le marketing digital ou ce genre de choses. J'ai vraiment appris en faisant. D'accord. Donc au départ, j'ai créé un site sur WordPress, j'ai fait une page Facebook. En même temps, j'avais fait un stage en tant que community manager à La Tribune. C'était mon premier stage à l'ESSEC. D'accord. Du coup, je commençais à comprendre un peu les codes de la communication sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, je t'avoue que non, j'ai pas eu de formation et de manière générale, je pense que la plupart des choses que j'applique aujourd'hui, ça a rarement été suite à des cours ou suite à des formations ou suite à ce genre de choses. J'ai vraiment toujours appris en faisant, En testant. sur le tas.
En testant, exactement. Et Mhm. souvent, en voulant faire quelque chose, j'ai tendance à foncer dedans et à essayer de comprendre au maximum comment ça fonctionne, à me buter, comme on peut Mhm. dire, pour essayer de comprendre comment ça marche, un peu tout seul. D'accord. Tu vivais de quoi à ce moment-là? C'était le blog arrivait à avoir un petit peu de revenus? J'étais encore dans mes études, hein. J'ai D'accord. commencé le Ah oui, blog OK. au tout début, D'accord. même juste avant de rentrer à l'ESSEC en 2013. Donc au départ, effectivement, pas de revenus, mais en même temps, c'était pendant ma période d'études. Mhm. Et en fait, Groover, qu'on a lancé fin 2017, c'était ma dernière année d'études. Mhm. Donc, si tu veux, en fait, il y a eu une espèce de transition où Groover a commencé à pouvoir nous permettre de vivre au moment où je sortais de mes études. Donc en fait, ça D'accord. s'est plutôt passé comme ça. Ouais. OK. Pendant ces années-là, tu avais un mentor particulier pour t'aider à franchir ces étapes entrepreneuriales? Parce que de passer d'un blog à une idée d'entreprise et à la concrétisation de cette plateforme, il s'en passe des choses dans le cerveau. Donc est-ce que tu avais des personnes qui t'accompagnaient sur ce terrain-là? Alors, je dirais pas un mentor. Par contre, on s'est rencontrés avec Romain, Raphaël et Jonas pendant un programme d'entrepreneuriat à Berkeley, D'accord, qui s'appelle Le Bridge, organisé par Schoolab. d'accord. Et même si on n'avait pas spécialement des mentors, on avait quelques cours ou en tout cas des plages où on nous expliquait des choses et en tout cas Mmh. on pouvait expérimenter. Et l'objectif de ces 4 mois, c'était vraiment d'expérimenter là-dessus. Et je pense qu'en fait, le fait d'être en immersion, à n'avoir que ça comme objectif avec 3 autres personnes qui étaient aussi motivées que moi, euh, en soi, c'était un contexte très très propice à l'apprentissage, sachant qu'on nous avait quand même mis en tête des préceptes importants, Mmh. notamment le fait que avant de se lancer dans une idée, avant de se lancer dans quelque chose, même si on a une idée en tête, il vaut mieux en fait se rendre compte de est-ce que ça répond à un véritable besoin Mmh. et est-ce que la solution qu'on envisage va permettre de faire en sorte que les personnes qu'on adresse vont être capables en fait de payer pour cette solution. Donc en fait, il y avait un peu ces 2 étapes de se dire on a une idée, on avait une idée au départ, est-ce que ça répond vraiment à un vrai besoin? Mmh. Et en fait, pour ça, on a appelé plus de 200 artistes et professionnels de la musique. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a OK, appris à comprendre quel était le souci et comment est-ce qu'on pouvait l'adresser. d'accord. Donc tu as appelé 200 artistes et professionnels de la musique pour répondre à tes Ouais, questions, pour tester la plateforme, pour tester ton idée? avant ça même, Avant? on n'avait pas D'accord. encore la plateforme. Si tu veux, l'idée c'était vraiment basiquement au départ, on voulait faire une espèce de plateforme de mise en relation. Alors, il y avait déjà l'idée qui était là, mais Oui, plus sur un format place de marché, marketplace, où d'accord. les artistes pourraient trouver une personne pour faire leur pochette de disque, une personne pour faire leur clip, réaliser leur clip, Ouais. et potentiellement les aider pour d'autres étapes de leur développement de carrière. Et on avait cette idée. Au départ, on avait commencé par essayer de voir un peu la chaîne de valeur de l'artiste, toutes les étapes par lesquelles il passe, jusque pour essayer de développer sa carrière. Mmh. Et dans la foulée, on avait construit un petit questionnaire avec des questions très très ouvertes. Et l'idée, c'était de passer une demi-heure, 1 heure avec des acteurs du secteur pour voir est-ce qu'ils avaient des vrais soucis là-dessus, est-ce que c'était une idée qui pouvait les intéresser ou pas. Et en OK. fait, justement, en les appelant, on s'est rendu compte que leurs soucis n'étaient pas sur toute la chaîne de valeur, que la plupart du temps, ils se débrouillaient pour faire leurs clips, pour réaliser leur musique, etc., qu'il y avait beaucoup de barrières à la production et à la distribution qui s'était abaissée. En fait, les Mmh. artistes pouvaient vraiment se débrouiller pour à peu près tout. Mmh. Le seul problème, et pour le coup, ils nous en parlaient vraiment pendant 20-30 minutes, c'était comment est-ce qu'une fois que mon morceau est sorti, je peux essayer de me faire connaître par plus que ma famille et mon entourage. OK. Et en fait, on a senti qu'on avait mis le doigt sur ce qu'on peut appeler un problème migraine. C'est-à-dire vraiment, c'est le truc qui les obsède toute la journée et qui n'est OK. aujourd'hui pas résolu. Voilà. Et en ayant mis le doigt sur ce problème, on a réorienté le projet vers ce qui est devenu Groover aujourd'hui. D'accord. C'est vraiment très important ce que tu es en train de dire parce que, en parallèle du podcast et de ma casquette de chef de projet, culturel et projet créatif, je suis mentor, chez Live Mentor, l'école en ligne pour entrepreneurs et l'étape, persona, questionnaire persona, positionnement, c'est l'étape la plus compliquée. J'irais encore, j'irais un petit peu plus loin là-dedans. C'est de se dire, c'est très important les personas. Par contre, pour moi, c'est pas la première étape. En fait, la Mmh. première étape, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai trouvé un problème? Ouais, Est-ce qu'il y a un problème? Et est-ce que j'ai une idée d'une solution pour le résoudre? Et est-ce que absolument. ensuite, je vais pouvoir le tester? Et en fait, la vraie question, c'est pas de se dire tout de suite, je vais faire des personnages, je vais mettre les utilisateurs dans des cases. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'utilisateurs, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de solution identifiée. La première chose à voir, c'est appeler des gens
dont vous avez potentiellement l'intuition qu'ils ont un souci ou en tout cas vous avez une idée qui peut les adresser, et essayer de vraiment identifier de manière simple si elles ont un problème. Et ensuite derrière vous ferez vos personas et vous ferez un petit peu votre catégorisation de ces utilisateurs-là. Mais la première chose dans laquelle vous devez être obsédé, c'est est-ce qu'il y a un vrai problème Oui. et est-ce que je vais pouvoir le résoudre? De toute manière, le problème émane d'une personne qui ensuite peut devenir un client potentiel. Donc effectivement, j'ai Exactement. l'intuition, qui nous dit que, cette dame-là, elle a potentiellement ce problème-là et qu'en fait, elles sont 50 et voire 100 et plus à avoir ce problème-là. Donc ensuite, ça s'affine et ça évolue par rapport au problème, effectivement. Exactement. Et pour dire là-dessus, on a appelé 200 personnes en passant une demi-heure, 1 heure avec chacun. Avec le décalage horaire, en plus, depuis la Californie, on faisait nos calls à minuit ou à 8 Waouh! heures du matin. C'était très crevant. Ça a duré 1 mois et on a fait que ça pendant 1 mois. OK. Ça va vous paraître potentiellement quelque chose de difficile qui peut vous faire perdre du temps. Mais en fait, rien que pour vous donner une idée très simple, c'est que les personnes qu'on a appelées, en fait, c'est devenu nos premiers clients dans la foulée Mmh. quand on a testé. Donc en fait, il y a aucune perte de temps parce que déjà vous comprenez ce que vous faites, et si vous mettez le doigt en fait sur le souci et que vous établissez la solution, ça sera des personnes que vous avez appelées, que vous avez sondées, qui deviendront vos premiers testeurs dans la foulée. Donc hyper Absolument. intéressant en fait. Donc une fois que tu as le problème, et les bêta-testeurs, qu'est-ce qui se passe pour la construction de Groover? Alors nous, ce qui s'est passé, c'est assez simple. C'est qu'en fait, de notre idée de marketplace, on s'est rendu compte que le problème majeur, c'était la promotion pour les Mmh. artistes. C'est-à-dire comment se faire connaître. Et notamment, comment est-ce que je contacte des médias, des blogs, même des petites playlists, etc., pour qu'elles écoutent mon morceau. Et ce qu'on avait identifié comme souci, c'est que le problème n'était pas tant, en fait, que le morceau soit partagé, que le morceau soit en fait, qu'il y ait des articles ou qu'il y ait des ajouts en playlist, parce qu'on avait appelé en parallèle ces médias, ces radios. Moi, j'en étais un moi-même, donc j'en connaissais certains qu'on pouvait appeler facilement. Oui. Et on avait identifié que le problème, c'était pas tant le partage, c'était vraiment la première étape qui était l'écoute. Comment est-ce qu'on cassait le premier mur de l'écoute par ces personnes? Parce qu'en Mmh. fait, pour se donner une idée, un blog aujourd'hui, il reçoit une centaine de mails par jour d'artistes qui le contactent pour parler de leur musique. Mmh. Autant te dire que souvent c'est un projet, c'est un side project. Oui. Donc c'est un projet qu'on tient à côté, qui est pas ce sur quoi on passe tout son temps. Donc on n'a Mmh. pas le temps d'utiliser en Bien fait sûr. son temps pour écouter 100 morceaux, même si on aimerait beaucoup. Donc ça crée de la frustration des deux côtés. Pour casser ce mur de la première écoute, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit tout simplement un Google Form, Mmh. un formulaire Google dans lequel les artistes pouvaient cocher des médias qu'on avait contactés au préalable, et on avait dit est-ce que ça t'intéresserait de recevoir quelques morceaux en fait chaque jour ou chaque semaine auxquels que tu pourrais écouter. Mmh. Et l'idée sous-tendue derrière, c'était de se dire on va essayer de travailler non pas avec un produit, puisque un formulaire Google c'est pas un produit, Mmh. mais avec un business model, trouver un modèle économique qui fonctionne et qui remette un peu d'incentive, donc un peu de raison aux influenceurs, aux médias, aux radios, aux labels, Mmh. d'écouter les morceaux, puisque c'était le OK. problème. Oui. Et donc, on est arrivé sur cette idée de micro-paiement, où en fait, les artistes payaient 2 euros par contact. Donc, ils Mmh. sélectionnaient par exemple 3, 4 personnes, et puis ils payaient 8 euros, 2 euros par personne. Et on leur garantissait par contre que dans un intervalle de temps, donc on s'est fixé sur 1 semaine et c'est resté 1 semaine depuis, les médias, radios, labels allaient les écouter et faire au minimum un petit retour écrit. Donc pas forcément de partage, donc ils gardaient leur indépendance éditoriale comme ça, mais faire un petit retour écrit. Ce qui permettait aux artistes d'avoir au moins ce retour. Que leur frustration, c'était vraiment le fait que leur morceau n'était pas écouté, qu'ils ne savaient Oui. pas ce que les personnes de l'autre côté en pensaient. Oui. Donc l'idée, c'était ça. Et les médias étaient rémunérés 1 euro sur ces 2 euros pour le retour, quelle que soit leur décision. Et en D'accord. fait, on a testé ça tout de suite avec des formulaires Google et un bouton PayPal dans un WordPress. Ça nous a littéralement pris un après-midi à mettre en place. Donc de Mmh. là où on a pris 1 mois à comprendre le problème, 1 mois à comprendre en fait comment on pouvait l'adresser, on a mis une après-midi à faire formulaire Google et PayPal. Et en fait, dès la première semaine, on a eu des personnes qui ont payé et de OK. l'autre côté, des médias qui ont répondu. Super. Et ces personnes-là, c'était que les bêta-testeurs? Enfin, que les personnes auxquelles tu avais déjà posé tes questions ou ils avaient déjà repéré? Tu avais déjà commencé à communiquer un peu autour de ça? Pas trop de communication, on n'avait pas. L'idée, c'était vraiment Tester. d'essayer un peu tester. Donc en fait, on a utilisé nos bêta-testeurs les premiers, et puis des OK, nouvelles personnes auxquelles on pensait. d'accord. Mon premier canal d'acquisition, notre premier canal d'acquisition, qui était très pratique, c'était mon blog, Mmh. Indéflagration. Bien Donc sûr. très rapidement, j'ai mis un lien sur la page contact en disant vous pouvez me contacter via Groover.
et je redirigeais tous les mails que je recevais, auxquels je ne pouvais pas répondre depuis des mois, en leur disant contactez-moi plutôt via Groover. Et en fait, ça a été notre premier canal d'acquisition pendant quasiment 6 mois. D'accord. Je dirais au moins 4 à 5 mois, jusqu'à notre retour à Paris, c'était toujours notre première source d'acquisition et ça en est toujours une. OK. Parce que je me demande vraiment comment est-ce que tu as, fédéré ta communauté, que ce soit à la fois les pros et les artistes? Je pense qu'en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les premiers appels qu'on a fait, on a passé une demi-heure, 1 heure avec eux, on noue un vrai lien, en fait. Mmh. On comprend leurs soucis, on comprend qui ils sont, on commence à nouer un vrai lien et on reste en contact souvent avec eux. Parce qu'il faut savoir quand même que le principe de Groover, c'est, les artistes envoient leurs morceaux, de l'autre côté, les médias, en fait, reçoivent, au début, c'était on leur refaisait un formulaire Google auquel eux répondaient et ensuite on retransmettait l'information aux artistes. Donc Mmh. en fait, on était déjà en contact permanent avec eux. Bien Et sûr. en plus de ça, on a toujours eu la volonté d'être en contact en permanence avec nos utilisateurs et toujours être là s'ils ont un souci. Donc en fait, il y avait déjà un lien qui était noué. Et quand on est revenu à Paris, une des premières choses qu'on a voulu faire, c'est organiser un apéro avec eux, avec nos premiers utilisateurs, pour voir s'ils seraient justement, est-ce que ce serait pas intéressant de les rencontrer et Mmh. justement mettre un visage réel plutôt que tout ce qu'on avait fait par téléphone au départ. Bien sûr. Et dès notre premier apéro, il y avait 40 personnes qui sont venues, avec lesquelles on a pu échanger, des artistes, des professionnels, des médias. En fait, on a mis dans la vie réelle ce qu'on faisait sur la plateforme. Donc très OK, très vite, l'idée de créer une communauté était importante. d'accord. Mais je rejoins tout à fait cette dimension de, le contact, l'authenticité et le lien, et mettre des visages, sur des voix. Parce que, tu m'avais parlé de ton projet il y a 2 ans. Je l'avais testé, Ouais, j'avais adoré, je t'avais fait même un retour, il me semble ouais, et j'en ai parlé autour de moi puisque, moi, depuis le début de mon activité, je suis auprès d'artistes et de professionnels, mais surtout d'artistes et donc effectivement, la difficulté que d'avoir de la médiatisation autour de son projet, c'est toujours un problème récurrent et dès le départ, j'ai tout de suite conseillé, et invité les personnes à utiliser ta plateforme pour pouvoir mettre un peu en lumière leur musique, avoir des retours et se faire entendre. Donc effectivement, tu as trouvé des petits ambassadeurs qui ont permis de propager, si je puis dire, le concept et exactement. l'idée. Surtout que je pense que dans la musique, ce qui est important de comprendre, c'est que des solutions comme ça, elles sont pas forcément vues de manière très positive au départ, ou en tout Mmh. cas, elles sont vues avec potentiellement scepticisme. Donc en fait, la seule manière de pouvoir fonctionner là-dedans, c'est effectivement d'apporter une vraie solution, que ça fonctionne. Et ensuite, nous, c'est toujours le cas. Je pense que ce qui attire le plus d'utilisateurs sur la plateforme, c'est vraiment le bouche à oreille, qui Mmh. peut vraiment être entretenu par des méthodes, hein, mais c'est clairement des artistes et des professionnels qui en parlent autour d'eux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, assez rapidement, je pense qu'en un an et demi, en fait, Groover a eu un taux de ce qu'on peut appeler awareness, c'est-à-dire connaissance de la plateforme, en tout cas sur Paris et la région parisienne, qui a évolué à une vitesse vraiment très très rapide. Et Mmh. c'est justement dû à ce fait qu'on a eu cet angle communauté où on s'est adressé d'abord aux artistes de la région parisienne, puis ensuite de la France. Mmh. Et typiquement, j'ai été à une conférence, je pense que c'était en mars il y a un an, il y a un an, donc ça faisait seulement 1 an et demi qu'on avait lancé la plateforme. Oui. Même moins que ça, 9 mois qu'on avait lancé publiquement. Et dans la salle, j'ai demandé qui connaît Groover et littéralement tout le monde a levé la main. Donc en fait, tout le monde n'avait pas forcément utilisé la plateforme, mais tout le monde connaissait la plateforme. Mmh. Ça, c'est parce qu'ils en ont entendu parler autour d'eux, parce qu'il y a eu des artistes pour lesquels ça a bien marché. Et qu'en fait, même dans des situations où certains vont aller dire, ah, j'ai pas eu une bonne expérience ou ça n'a pas bien marché, il va y avoir 3 autres personnes dans le cercle des personnes qui en parlent qui vont dire, ah, bah si, moi je l'ai utilisé, ça a bien marché. Oui. Et donc en fait, ça crée tout un espèce de cercle positif Mmh. où nous, sachant qu'on a toujours eu une présence physique sur des forums, sur des conventions, qu'on a toujours été à la rencontre des artistes, sachant qu'on est nous-mêmes artistes et blogueurs, Mmh. ça a tout de suite créé un lien très important et en fait une présence réelle. Et on a réussi à éviter d'être juste une plateforme technologique, mais être vraiment un acteur du secteur auquel les artistes identifient des personnes derrière. En fait. Et Mmh. ça, c'est très important c'est très important nous dans la manière dont on voulait développer notre projet. Est-ce que ça a été bien reçu? Quelles ont été les barrières? Quelles ont été les difficultés? Alors au début, j'ai eu assez peu de barrières. D'accord. Je t'avoue qu'on a eu assez peu de barrières, notamment parce qu'en fait, tout revient à ça hein, à chaque fois, mais on répondait à un vrai problème. Mmh. Donc à partir du moment où c'est un vrai problème identifié, qu'on n'a pas besoin d'expliquer, c'est tout de suite plus simple. On arrive en D'accord. disant voilà, on a identifié ça.
On explique le truc, tout le monde sourit parce que c'est exactement leur problème quand on expliquait le sujet. C'est la Et après, on leur dit, révélation pour tout le monde. bah, en fait, c'est presque ça, ouais, c'est la révélation. Puis ah ouais, bah oui, c'est ça. Soulagement. C'est ça mon problème. Et derrière, voilà, il y a une solution qu'on a essayé de mettre en place pour ça. Est-ce que tu es OK pour la tester? Et beaucoup de gens veulent la tester. Donc, en fait, il y a cette facilité d'aller des deux côtés, parce que c'est un problème des deux côtés, faut préciser, mais du côté des médias, le fait de recevoir des centaines de mails, c'était aussi un problème et une frustration. Bien sûr. Ce qui permet, en fait, d'arriver à un sujet où la seule souci, c'est l'explication de comment la plateforme fonctionne, sachant qu'effectivement, c'est un modèle qui est un peu particulier. Le paiement de 2 euros, ou ensuite il y a une rémunération d'1 euro de l'autre côté. Les gens comprennent pas trop. Souvent, ils demandaient, mais il y a un abonnement, parce qu'en fait, on est tellement habitué aux plateformes avec abonnement maintenant qu'on a l'impression qu'il y a des abonnements partout, sachant que là, il n'y a pas d'abonnement. Non, c'est des crédits, je crois. Ouais, c'est des crédits qu'on achète et qu'on récupère même quand les personnes ne répondent pas. En fait, on insistait beaucoup sur le fait là-dessus qu'il y avait zéro engagement et que voilà, si ça plaisait pas d'un côté ou de l'autre, bah, tu pouvais juste arrêter de l'utiliser. Il y a pas de problème. Il y avait aucune chose cachée en fait. Rien de caché. Et du coup, la transparence était importante, surtout dans un milieu où en fait justement la promotion était quelque chose de très mystérieux et en fait pas du tout transparent. Parce que aujourd'hui, les artistes, ils avaient juste deux manières de fonctionner. Soit ils envoyaient des centaines de mails, ils n'avaient pas de réponse. Déjà, c'est manque d'efficacité. Oui. Soit ils passaient par des intermédiaires qui sont des attachés presse, qui ont toujours un rôle important, mais qui étaient souvent peu accessibles parce que très sollicités aussi eux. Et souvent avec des questions de budget. Effectivement, ça coûte très cher. Et en plus de ça, tu n'as pas de garantie de résultat. En fait. Tu as simplement une garantie de moyens qui est, voilà, l'attaché presse va travailler pour toi. Par contre, tu n'as aucune garantie d'obtenir quelque chose, en fait, de cette mission de relation presse que tu vas mettre en place et que tu vas payer. Et c'était le sujet qu'on regardait, c'est que dans la musique aujourd'hui, tous les professionnels, et c'était là où notre recherche et notre connaissance du secteur était importante, tous les professionnels sont intéressés aux résultats de l'artiste. Ce que ça veut dire, c'est que si l'artiste ne marche pas, ils ne vont pas gagner d'argent, ils ne vont pas gagner leur vie. Puisqu'en fait, les managers, les tourneurs, les labels touchent un pourcentage des ventes et des résultats en fait réalisés par les artistes. Le seul métier qui n'était pas intéressé aux résultats, c'était l'attaché presse. Pour des raisons qui peuvent être viables, c'est-à-dire le fait d'être indépendant des médias, de ne pas que en fait il y ait la possibilité en fait de travailler sans avoir à ce que les médias soient payés en fait pour diffuser les morceaux. Donc ça pouvait se valoir, mais il n'empêche que c'était une grosse frustration pour les artistes et que c'était pas forcément logique de devoir payer une mission de 3 000, 5 000 euros avec aucune garantie de résultat. Bien sûr. Parfois. Donc en fait, il y avait cette idée de comment est-ce qu'on pouvait apporter une garantie de quelque chose, peut-être pas de résultat, mais en tout cas de réponse de la part des personnes contactées. Donc c'était le but de Groover. Voilà. Et je me souviens que ton équipe et toi aussi faites aussi assez attention par rapport à la qualité des réponses qui sont envoyées. Il y a une limite de 15 mots minimum, donc ils peuvent pas envoyer de retour s'ils n'ont pas écrit 15 mots. Après, nous, on apporte une vraie importance à la qualité des retours qui sont effectués. Et on a des méthodes qui nous permettent de voir si certains commencent à faire des copier-coller ou s'il y a des réponses qui n'apportent pas beaucoup de valeur. On va mettre sans doute en place un système d'évaluation des retours bientôt. Qui nous permettra justement d'identifier les vilains petits canards, si tu veux. C'est-à-dire que sur un envoi qui a été fait à 15 ou 20 influenceurs, ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux qui écrivent des retours qui ne soient pas de la qualité qui est demandée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on contrôle et auquel on fait attention. Mais globalement, quand il y a une campagne qui est envoyée à une dizaine, quinzaine ou vingtaine de personnes, on voit bien que les retours en fait sont vraiment personnalisés. C'est ça, c'est que vous êtes aussi vigilant sur la qualité des retours et c'est pas juste dépenser 2 euros, on en récupère un et on en donne un autre, quoi. C'est vraiment, c'est ça. On fait attention. Surtout qu'en plus de ça, on me pose souvent la question, ouais, les médias, ils vont venir, ils vont faire leur retour, mais il va rien se passer pour les artistes. Et en fait, ce qu'on observe, c'est là, on est autour de 85% de taux de réponse. Sachant que ce que j'ai pas précisé, c'est que au bout d'une semaine, si une personne n'a pas répondu, l'artiste récupère ses crédits et peut contacter d'autres personnes. Donc, on garantit vraiment le retour. Donc, il finit toujours à 100% par rapport au budget investi. 100% de réponse.
Et à côté, sur ces réponses-là, on a un taux d'acceptation qui est autour, en moyenne, de 20% aujourd'hui. Et l'acceptation, ça veut dire le média qui dit je vais partager le morceau ou le label qui dit je vais entrer en contact avec l'artiste. Donc des choses vraiment concrètes qui se passent pour les artistes. Et 20%, alors c'est un pourcentage qui va peut-être baisser dans les mois à venir, mais c'est très élevé, sachant qu'il pourrait très bien être à zéro. En fait, les médias sont complètement libres de ne partager aucun des morceaux qu'ils reçoivent. Donc en fait, ça montre que et c'est là où le paiement est nécessaire. C'est qu'en fait, ce micro-paiement qui peut paraître pas forcément incitatif, en fait, crée un double effet de filtre intéressant. C'est que des artistes très amateurs, en fait, vont pas payer pour contacter des médias et des radios et des labels. Donc, ça filtre déjà des artistes qui n'essaient pas spécialement de développer leur carrière et d'avancer. Oui. Et l'autre élément, c'est comme le paiement est fait au contact, c'est-à-dire que vous payez par média contacté, en fait, les artistes et les professionnels qui les représentent sont responsabilisés à bien sélectionner et choisir qui ils vont contacter. Donc en fait, ça évite tout ce bruit qu'il y avait de, par exemple, un webzine de reggae qui reçoit des morceaux de métal. Oui. Et c'est parce que envoyer newsletter ou mail envoyé à une base de données très large. En fait, ce double effet de filtre fait que les médias reçoivent des morceaux qui leur correspondent sur Groover. Du coup, ça leur plaît, du coup, ils restent, et du coup, ils continuent de faire des retours et ils font des très belles découvertes. Absolument. Puisqu'on est sur le sujet, est-ce que tu peux me dire ce qu'il ne faut surtout pas faire pour lancer sa campagne sur Groover? Très important de bien regarder, de faire ce travail, de regarder qui vous contactez et d'essayer d'abord de qualifier votre musique au départ. Est-ce que de quel genre musical elle est? Qui est-ce que vous voulez contacter? C'est quoi votre cible? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est des médias, des radios? Est-ce que vous cherchez un partenaire comme un label, un éditeur, etc. Donc en fait, faire ce travail au départ, de vous dire qu'est-ce que je cherche et ma musique, c'est quoi? Et ensuite, ce qui est très important, c'est d'utiliser les filtres en fait sur les côtés qui vous permettent de bien choisir les médias à contacter, de faire ce travail un petit peu de rechercher et de savoir qui vous contacter. Le deuxième élément et donc de cibler. Le deuxième élément qui est très important, qui n'est pas fait par tout le monde, mais par la majorité, c'est de bien écrire votre pitch du morceau. Oui. C'est quelques lignes liées au morceau, mais qui indiquent à la fois ce qu'est votre musique, où vous vous placez, et vous devez indiquer aussi ce que vous recherchez. Si vous êtes en recherche d'un label, vous êtes en recherche d'un partenaire et que vous contactez des partenaires, dites-le. Ça va leur faire comprendre où vous vous positionnez. Et derrière, un autre élément, c'est vous pouvez remplir un profil où vous pouvez mettre d'autres informations qui jouent vraiment le rôle de communiqué de presse pour vous. N'hésitez pas à bien le remplir parce que ça donne plus d'informations sur vous à un label, par exemple, qui pourrait être intéressé par vous, auquel vous avez envoyé votre morceau. Donc, ça peut l'aider à fouiller, en fait, et à comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ça, c'est les petits conseils que je donnerais qui sont vraiment importants. D'accord. Est-ce que tu peux m'indiquer les choses à faire avant, pendant et après sa campagne? Pour replacer les choses, avant, c'est vraiment faire en sorte que vous ayez votre morceau sur YouTube, sur SoundCloud, qu'il soit bien qualifié, bien avec un titre bien indiqué, potentiellement un clip. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un clip. En fait, avoir cet élément qui est prêt. De votre côté, avoir une photo, bien remplir votre profil. Tout ça, c'est important de le faire avant le lancement de sa campagne. D'accord. Ensuite, pendant sa campagne, ce qui est important, c'est effectivement de bien choisir les médias que vous contactez, les médias, les radios, les labels, les professionnels. Bien choisir votre cible. Bien écrire votre pitch du morceau, comme je le disais là. Et ce qui est très important derrière, c'est de faire effectivement, vous allez recevoir vos retours pendant une semaine. Il y a beaucoup de retours qui arrivent sur la fin de la période. Donc, attendre la fin de la campagne, pourquoi pas. Et ce qui est très important, c'est de faire vos suivis des acceptations notamment que vous avez reçues. Parce que vous allez recevoir des acceptations, des playlists, des articles qui vont potentiellement des propositions d'articles. Très important de faire le suivi. Quand il y a une acceptation, vous avez accès au mail en fait de l'influenceur. On est en train de construire une messagerie interne, mais pour l'instant, vous avez accès au mail. Prendre contact avec eux pour leur transmettre les fichiers nécessaires. Quand c'est une radio, ça se fait directement sur Groover, donc c'est pratique. Quand ils demandent un communiqué de presse, vous pouvez l'ajouter aussi directement sur Groover. Mais ne pas hésiter à faire le suivi par mail, parce qu'une fois que vous avez attiré l'attention en fait d'un de ces médias ou d'un de ces influenceurs, l'idée c'est de vraiment transformer l'essai et faire en sorte que vraiment ils partagent votre morceau. Donc faire ces suivis sont très importants. Être un peu patient aussi, c'est-à-dire qu'un média va pas forcément partager votre morceau dans la journée. Si vous avez relancé une fois, que vous n'avez pas de réponse, attendez une semaine, vous pouvez relancer une deuxième fois. Faire ces suivis en fait est très très important. Absolument. Ça vous permettra ensuite pour vos prochaines campagnes de bien recontacter ceux qui ont été intéressants pour vous. Une petite méthode que vous pouvez utiliser, c'est de vous faire des listes en fait d'influenceurs sur la plateforme.
un peu comme si vous faisiez des playlists de morceaux. En fait, vous pouvez faire des playlists d'influenceurs via donc en fait créer des listes spécifiques si vous avez certains objectifs. Ça peut vous permettre de gagner du temps au moment où vous voulez vraiment envoyer votre campagne. Si vous prévoyez en fait de passer un peu de temps sur la plateforme à préparer vos listes de contacts avant l'envoi réel. Ok. La chose à faire ensuite, effectivement, c'est bien garder le lien et potentiellement se créer Complètement. un tableau Excel et mettre des catégories médias, playlists, etc. Les informations, le lien URL, si jamais il y a eu un article, c'est important de pouvoir le garder de côté pour pouvoir l'associer dans un dossier de presse, par exemple, de pouvoir Exactement. l'utiliser pour communiquer à d'autres médias et d'autres influenceurs. Donc, essayer Et j'en de profite pour garder dire que des traces de justement, côté. complètement, sachant que si vous voulez gagner un peu de temps, il y a une fonctionnalité qui existe dans les paramètres une fois que vous avez fait votre campagne. Alors ça sert à rien de le faire quand votre campagne est encore en cours, mais à la fin de votre campagne, vous pouvez exporter vos retours et vous recevez par mail un Excel avec tous vos retours, les Le réponses qui ont été gain de temps. réalisées. Exactement. Et vous pouvez en fait après réarranger un peu ce tableau, ajouter d'autres éléments que vous avez reçus, d'autres partages, et ça vous permet en fait réellement de pouvoir faire le suivi de votre campagne. Mais grave C'est cool. intéressant en fait. Ouais, exactement. Franchement, grave cool. Bah oui, ça fait gagner du temps et c'est super que ce soit directement intégré. Bravo d'y avoir pensé. Ben, on nous l'a demandé, je t'avoue. Ce qui est Ah oui, bah oui. ouais, on essaie vraiment de faire évoluer la plateforme en fonction des demandes qu'on a. Bien sûr. Donc c'est très intéressant. On est toujours en contact avec les utilisateurs. Vous avez une petite fenêtre de chat en bas à droite du site quand vous avez une question ou un souci, vous pouvez nous parler. On est toujours là pour vous répondre. On répond dans la journée, sûr. Trop bien. Aujourd'hui, donc, Groover, c'est aussi une marque. Qu'est-ce que tu as développé autour pour faire rayonner cette marque? Alors c'est intéressant que tu dis ça. Effectivement, c'était très important pour nous d'être un vrai acteur du monde de la musique et pas juste une plateforme technologique. Je suis toujours un peu l'avocat du diable dans la boîte de dire on n'est pas une start-up, mais, on est une start-up dans les faits, dans la manière de fonctionner, mais en fait on est beaucoup plus une boîte de musique et un accompagnateur dans la musique et donc une marque. Et en fait, ce qu'on a fait dès le départ, c'est travailler avec un studio de design pour avoir quelque chose qui nous plaisait et qui représente vraiment une part artistique. Oui. Après, autour de cette marque, on a développé plusieurs choses, beaucoup de contenus différents. On a commencé par créer un blog où en fait on donne des conseils aux musiciens sur plein de différents sujets, comment entrer dans des playlists, comment fabriquer ses vinyles en petites séries. Ça marche très bien. Il y a des conseils intéressants qui sont donnés aux artistes. Plus récemment, avec la crise qu'on a eue et le confinement, on a commencé à faire des ateliers en ligne qui fonctionnent très bien. Où en fait, on invite quelqu'un qui est un peu expert sur un sujet et on parle justement de sujets comme comment entrer dans des playlists, comment faire sa stratégie de sortie sur les réseaux sociaux. D'accord. On a ensuite monté un podcast également, alors qui est un peu mis en pause pour l'instant parce qu'on peut pas faire les sessions d'enregistrement, mais avec en partenariat avec Gimmick, qui est en fait un podcast qui est réalisé avec le Poste Général qui appartient à BETC, où en fait on invite à chaque fois un rappeur et un professionnel du monde de la musique et ils discutent d'un sujet pendant 30 minutes et il y a un freestyle du rappeur à la fin. Donc ça fait un peu le pont vers le deuxième type de contenu qu'on a. Donc ce premier type de contenu, on est vraiment sur l'accompagnement d'artistes. Et un deuxième type de contenu, on est vraiment sur comment est-ce qu'on va mettre en lumière certains artistes qui marchent particulièrement bien sur la plateforme. Donc là-dessus, on a des success stories qu'on publie sur le blog. On a monté une radio pendant le confinement où on diffuse des artistes découvertes qui ont envoyé leurs morceaux sur la plateforme. Exactement, Antiviral Radio. Et on fait aussi beaucoup d'événements. Donc on a fait 7 showcases jusqu'ici, où il y a un appel à candidature gratuit directement sur Groover. Et où on sélectionne ensuite 3 à 4 artistes qui jouent pendant ces soirées-là. Donc, c'est un peu mis en pause de la même manière en ce moment. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé et qui nous permet à la fois de rencontrer nos utilisateurs et en même temps de mettre en lumière certains artistes. Donc ça, c'est pas mal d'exemples d'éléments de contenu qu'on a mis en place qui vraiment se séparent dans ces deux catégories entre des contenus pour conseiller les artistes dans leur développement de carrière, les aider à faire découvrir leur musique, ce qui est vraiment notre mission chez Groover. Et la deuxième qui est comment est-ce qu'on peut mettre en lumière certains artistes qui ont particulièrement bien marché sur la plateforme. Ok. Par la crise sanitaire qu'on est tous en train de traverser, est-ce que tu as remarqué une baisse des sorties, une baisse de contacts médias où justement les artistes profitent d'être confinés chez eux, plus maintenant, mais de l'avoir été, pour justement entrer en contact, préparer leur prochaine sortie? Alors nous, on a vraiment observé le deuxième.
le deuxième phénomène. D'accord. Je ne sais pas s'il y a plus de sorties, mais en tout cas, il y en a eu au moins le même nombre. Et en fait, ce qu'on a observé, je crois qu'on n'est pas les seuls, c'est que justement, comme le live est mort en ce moment, enfin, on peut le dire vraiment de manière claire, Oui. même si on a un peu d'illusion, voilà, le live est vraiment mort en ce moment et il est mort pour un petit bout de temps. Les artistes ont compris, et ils l'avaient compris depuis longtemps, mais ça a accéléré le fait qu'ils mettent de l'impact sur leur présence en ligne, sur le fait que leurs revenus vont venir, leurs revenus, leur présence, leur développement de carrière va venir de ce qui va se passer pour eux en ligne. Absolument. Donc en fait, il y a eu vraiment pour nous un gros boom d'activité, beaucoup d'envois qui ont été faits en ligne aux médias, aux radios et aux labels qui étaient sur la plateforme. D'accord. Ce qui n'a pas créé de problème puisque dans le même temps, les médias, les radios, les labels en fait étaient beaucoup plus présents sur la plateforme puisque chez eux et qu'ils avaient en fait le temps d'écouter des morceaux. Donc Absolument. en fait, il y a eu tout un cercle positif qui a poussé beaucoup la plateforme, beaucoup poussé les envois qui ont été réalisés. Il y a eu de belles sorties qui ont été faites. Surtout que on est dans un timing où en fait les grosses maisons de disques avaient des sorties qui étaient souvent calées avec des tournées, donc en fait on repoussait leurs grosses sorties, ce qui prévoit d'ailleurs un gros embouteillage pour septembre-octobre Absolument. de sorties faites par les majors du disque, etc. Mais qui a donné en fait un grand terrain d'opportunité. Si vous aviez prévu de sortir votre album en mai ou juin, moi je vous conseille de le sortir maintenant parce que septembre ça va être compliqué et qu'en en ce moment il y a de vraies opportunités pour ça. Euh, Notamment un phénomène qu'on a observé qui est intéressant, c'est que pendant le confinement on n'avait plus de différence entre la semaine et le week-end, alors qu'avant on avait vraiment une baisse d'envoi le week-end systématiquement. Et là c'est comme si ça changeait pas. On a même fait, je pense, nos plus grosses journées du mois des dimanches. Ok. Donc en fait il y avait une vraie constance dans la promotion des morceaux, une vraie disponibilité des médias de l'autre côté pour les faire découvrir. Et en fait, je pense que voilà, c'est un terrain d'opportunité qui accélère le fait que la présence en ligne est importante, Absolument. justement pour les artistes. Ça me permet d'ouvrir un peu le message, sur, la présence en ligne et l'image que l'on peut et que l'on doit, du coup, transmettre de son projet, de son groupe, de son look, de sa musique et cetera. Je pense que c'est aussi important d'être cohérent, sur ses réseaux sociaux, sur ses comptes Spotify et cetera, comme on est cohérent aussi dans ses campagnes Groover. C'est à la fois on cible des médias, mais aussi on doit montrer un peu patte blanche, dans le profil. Que la photo soit Complètement. cohérente avec celle qu'il y a sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Qu'en fait, ça fasse vraiment partie d'une stratégie globale, d'une image cohérente, qu'en fait, vous soyez visible de la même manière de partout, en cohérence évidemment avec votre projet, les objectifs et la musique. Je suis complètement d'accord. C'est très important en fait de travailler bien votre visibilité sur les réseaux Mmh. sociaux. Je pense en particulier à Instagram, Oui. sachant qu'aujourd'hui Facebook est moins un canal de communication qu'il ne l'était avant, Mmh. moins pratique, mais que la visibilité sur Instagram et en fait la cohérence de votre projet est très importante. Absolument. Je pense aussi à Spotify où en fait tous les artistes le savent pas forcément, mais grâce à Spotify for Artists, qui est l'outil Absolument. qu'ils ont monté pour vous permettre de vous rendre visible sur Spotify, Mmh. vous avez la possibilité de remplir une bio, de remplir vos réseaux De sociaux. changer sa Et en photo. fait, il y a beaucoup exactement. Mmh. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui ne le font pas, alors que c'est une vraie manière de vous construire une communauté autour de vous. Mmh. Car quelqu'un qui vous découvre sur Spotify, s'il va sur votre profil et il voit votre réseau Facebook ou Instagram dans votre partie à propos, Mmh. ça va vraiment lui permettre de connecter avec vous et d'être en fait au courant de toutes vos prochaines sorties. Absolument. Et puis il y a l'avantage aussi d'avoir accès à ces statistiques. Comme iTunes Exactement, Music bien sûr. aussi, on peut avoir un profil artiste et moi je sais que je reçois les stats de certains artistes, par mail parce que je suis, notifiée en tant qu'éditeur ou je sais plus trop quoi. C'est important d'avoir les stats aussi. Ça, Complètement. ce sera un épisode que j'espère avoir avec, Marc, data analyst, qui fait aussi partie de La Nouvelle Onde. Super. Ouais, c'est une très bonne remarque. Les données, même sans rentrer dans des trucs très Mmh. compliqués, sont importantes parce qu'elles vous permettent de comprendre un peu mieux votre audience. Et il y a des choses qui sont très bien faites par Spotify for Artists, par Apple Music for Artists, ou notamment sur Apple Music, vous avez aussi accès à vos stats Mmh. Shazam. Ça peut Oui. notamment vous permettre de repérer des pics de Shazam de vos morceaux. Et d'ailleurs, ce qui me permet de mettre un petit point là-dessus, c'est qu'on entend souvent aujourd'hui, il y a que le streaming, il y a que le streaming. Et en fait, ce qu'on remarque grâce à Shazam, c'est notamment il y a des pics de Shazam dans des gros passages radio OK. d'artistes. Donc en fait, quand un artiste va passer son morceau sur FIP, il va avoir un pic de Shazam, donc un pic d'écoute qui Mmh. montre qu'en fait aujourd'hui, les gens découvrent encore beaucoup les morceaux par la radio.
Mmh. Puisqu'en fait, Shazam, c'est vraiment l'action qu'on fait quand on entend un morceau par hasard et qu'on se demande ce que c'est, qu'on a envie de le découvrir. Absolument. Donc, on aime bien ce morceau. Et ça montre que souvent, en fait, les morceaux sont découverts par d'autres moyens que le streaming, que ça soit la radio, que ça soit la musique qui passe dans un magasin, que ça soit Mmh. un ami qui nous en parle. Même si on consomme, en fait, on l'écoute en streaming derrière. Donc, ça vaut le coup, en fait, pour ceux qui se posent la question. La visibilité sur les blogs, la visibilité en radio est toujours aujourd'hui très importante parce Mmh. que c'est une porte d'entrée vers votre musique pour des nouvelles personnes. Absolument. Et concernant la visibilité en télé, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je t'avoue, je connais assez mal la télé. Ce que je Ouais. sais, c'est que aujourd'hui, il y a très peu d'émissions de musique. Mmh. Il y en a presque plus. Il y a une petite capsule d'une émission qui s'appelle Basique sur France 2, il me semble. Oui, Tu vas voir Taratata. ouais. Voilà. Et ça, c'est réservé Alcaline, il au me semble, je quotidien. sais pas si ça existe encore. Quotidien, mais ouais, Ouais. ouais, il y a quelques émissions, Oui, mais c'est réservé quand même aux beaucoup plus gros artistes. oui. Clairement, les grosses maisons de disques et les majors ont un passe-droit Mmh. sur ces émissions la plupart du temps. La visibilité télé, c'est très compliqué. Honnêtement, je vous conseille pas, surtout en début de développement de Mmh. carrière, d'y mettre De beaucoup viser ça. d'impact. Mmh. C'est très compliqué. Une des choses que vous pouvez faire, c'est tenter d'avoir une campagne avec votre clip pour qu'il passe sur des émissions où il Oui, y a du flux de clips, oui, sachant que ça rapporte des droits, ça sème, mais vraiment, enfin, la stratégie est très compliquée à ce niveau-là. oui. Donc, n'y mettez pas trop d'espoir. De la Oui et même puis en manière plus, que, c'est du budget parce qu'il faut un abonnement sur Faxtrax, enfin il y a plein exactement. de choses, ça met du budget, il y a du budget. Il faut du budget pour, espérer avoir un clip en télé, quoi. C'est ça. Et de la même manière, je le dis souvent aux artistes, mais j'ai souvent des artistes qui m'envoient leurs morceaux et qui disent ouais, comment est-ce que je passe sur Skyrock? C'est leur premier morceau. Autant vous dire que ça n'arrivera pas. Votre Oui, premier morceau ne passera pas sur Skyrock. Enfin, sauf si vous faites comme dans la série Validée et que vous allez faire un freestyle c'est ça. par un coup de chance là-bas. Et encore, je sais même pas si c'est vraiment possible. Je pense pas. Faut vraiment comprendre que pour la promotion et la visibilité de votre projet, faut partir d'en bas, faut partir petit. Mmh. Il y a 1200 radios FM locales, régionales en France. Il y a des milliers de blogs et de playlisteurs indépendants. C'est en commençant à créer votre légitimité auprès d'eux, en ayant Mmh. une dizaine, une vingtaine de ces personnes-là qui parlent de vous, que vous allez pouvoir monter les échelons et vous rendre légitime aux yeux de plus grosses radios, de plus gros médias qui pourront ensuite parler de vous. Absolument. Il y a, une petite citation qui dit que le monde attire le monde, donc faut déjà aussi regarder niveau local, régional, quels sont les acteurs qui peuvent soutenir le projet pour gagner en visibilité, en notoriété, en crédibilité, comme tu l'as dit, légitimité, univers et cetera, pour pouvoir attirer l'œil, des autres personnes puisque le réseau, c'est quand même du bouche à oreille et c'est aussi, un levier important à construire, mais ça met du temps. Notamment, effectivement, si vous n'êtes pas à Paris. Donc, si vous êtes en région, profitez-en parce qu'il y a énormément d'acteurs qui soutiennent la musique dans votre région, Oui. que ça soit en fait des salles de musique actuelles, que ce soit des prix, les structures des Inuits, Mmh. les Inuits du Printemps de Bourges qui sont un peu Absolument. partout. Il y a énormément, mais énormément de radios locales et régionales. Il Mmh. vous suffit de chercher un petit peu sur Internet, vous trouvez leur formulaire de contact. Si vous êtes un artiste de la région, elles vont vous mettre en avant parce qu'elles cherchent justement à passer des artistes de la région pour les soutenir, de leur coin, de leur localité. Donc surtout, pensez-y. Il y a aussi des blogs qui couvrent des scènes locales. Je pense à un petit blog comme Opus Music qui est dans la région toulousaine, qui soutient à fond les artistes toulousains Mmh. et ceux qui viennent faire un concert à Toulouse. Typiquement, ce type de structure, vous pouvez les contacter et elles peuvent vous apporter de la visibilité qui peut vous permettre de faire grossir votre projet à un niveau national ensuite. Absolument. Il y a eu beaucoup de conseils pour les artistes. Est-ce que tu pourrais me délivrer tes conseils, indispensables pour les entrepreneurs créatifs, ceux qui sont en train de monter leur projet? Alors, oui. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, une des grosses difficultés quand on est entrepreneur du monde de la culture, c'est de trouver son modèle économique, son Mmh. business model. Ouais. C'est vraiment la chose la plus compliquée parce que souvent on part avec quelque chose d'intéressant qui crée de la valeur, mais on trouve absolument pas comment le monétiser. Mmh. Je pense que si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous n'êtes pas encore lancé sur votre projet, il faut que vous réfléchissiez les choses à l'envers et vous dire, plutôt que de construire un produit et de chercher à le monétiser derrière, quelle est en fait la valeur, comment est-ce que je peux trouver en fait un business model qui fonctionne Mmh. avant d'en arriver vers le produit.
Nous, clairement, Groover, c'est un business model avant d'être un produit. La plateforme, elle est venue ensuite. Mais la valeur, ce qui fait que ça marche, c'est le business model. Et il n'y a pas de honte à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement, il peut y avoir un tabou dans la culture sur l'argent. Nous, c'est parce qu'il y avait ce business model que ça fonctionne. Comme je vous le disais, c'est même pas parce que ça génère de l'argent. C'est que si on faisait la plateforme gratuite, elle ne marcherait pas. Oui. Parce qu'en fait, vous contacteriez tout le monde gratuitement si vous pouviez contacter tout le monde en tant qu'artiste. Donc en fait, le fait de mettre un business model a apporté cet effet de filtre qui fait que ça fonctionne. Si vous réfléchissez comme ça, si vous trouvez votre business model avant le produit, si vous trouvez le problème avant de construire un produit, il y a de grandes chances que vous puissiez vous en sortir avec quelque chose qui fonctionne, qui est viable et qui en plus répond à votre volonté, parce que tous les entrepreneurs culturels sont dans cette situation de vraiment vouloir apporter de la valeur aux créatifs et aux personnes qui sont créatives dans le milieu. Et vous pouvez le faire avec quelque chose qui a un business model fiable. Donc mon conseil, ce serait ça. Ce serait réfléchissez à trouver quelque chose qui apporte une vraie solution à un problème et qui en plus est monétisable. Parce que c'est comme ça que vous pourrez en fait dégager les ressources, les revenus qui vous permettront de le développer et d'avoir un véritable impact. Par rapport à la crise sanitaire, est-ce qu'on est frileux de créer des projets dans l'industrie culturelle ? Alors, je parle industrie culturelle globalement, puisque la musique est aussi touchée par la crise sanitaire, mais voilà, de façon globale. Alors, non, clairement pas au sens général. Après, il y a clairement des choses où en ce moment, par exemple, vous lancez un projet lié au live, au concert, c'est peut-être pas le moment. C'est clair. Il faut prendre aussi les tendances. Par contre, dans la culture en général, la culture est touchée dans son ensemble, mais il y a aussi énormément de nouveaux contenus culturels qui n'ont jamais été aussi présents. Typiquement, ce qu'on voit avec l'ascension des live streams crée des belles opportunités, des opportunités d'idées. Il y a sûrement des problèmes avec les live streams et des solutions à apporter qui commencent à l'être, qui notamment en fait ont été développées pour certaines il y a longtemps et qui aujourd'hui explosent parce qu'elles répondent à un vrai besoin. Donc c'est intéressant pour vous de réfléchir à ça. Il y a plein d'opportunités. Je pense qu'effectivement faut voir ses priorités en fonction des tendances. Faut essayer d'anticiper le long terme. Mais non, je pense pas qu'on se tire une balle dans le pied aujourd'hui. Les personnes consomment des produits culturels, elles en consomment pas moins. Il y a effectivement différemment, exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aborder auxquelles je n'ai pas pensé ? Ça arrive, hein, je pense pas à tout. Je t'avoue qu'on on l'a fait assez large. Je pense que tu m'as posé pas mal de questions. Et non, je pense que c'est intéressant en tout cas de faire un petit point, comme tu l'as dit, sur pendant ce confinement, les grandes tendances qui évoluent. Je pense qu'il y a effectivement un sujet qui est qu'aujourd'hui, de plus en plus, tout va passer par le digital et le numérique. Absolument. Pour les artistes et pour se faire connaître. Que justement, on se développe dans cette perspective. Maintenant, on est quand même 15 dans l'entreprise. Donc, c'est une vraie fierté de pouvoir développer cet outil-là. Je pense qu'il va y avoir d'autres outils qui vont se mettre en place pour les artistes pour essayer de se faire connaître. C'est un vrai enjeu aujourd'hui et c'est intéressant de vous intéresser aux nouvelles tendances là-dessus pour anticiper. Le vrai sujet pour les artistes aujourd'hui, c'est d'essayer de se démarquer parce qu'il y a tellement de nouveaux morceaux tous les jours. Il y a 40 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify qui sortent sur Spotify, donc c'est fou. Et tout le sujet est de vous dire comment est-ce que vous allez vous démarquer, que ça soit dans votre image, dans votre présence sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les méthodes que vous allez utiliser pour vous rendre visible. Aujourd'hui, il faut comprendre que la partie créative, même si elle est fabuleuse de votre côté, ne suffit pas. Il faut être entrepreneur de votre projet. Il faut que vous ayez une stratégie marketing avec votre musique, parce que votre musique, c'est une œuvre, mais c'est aussi un produit, et que si vous voulez en vivre, vous allez devoir le vendre. Absolument. Et en fait, ça, c'est quelque chose, vous devez perdre complètement le tabou des mots là-dessus. compliqués pour certains. Le vendre. Mais non, mais j'imagine. Le vendre, c'est ça. Ouais. Et en fait, il faut comprendre que si vous voulez en vivre, si vous voulez vivre de votre musique, il va falloir que des gens l'écoutent, il va falloir que des gens achètent ce que vous produisez, et donc il va falloir le vendre. Et si la partie créative est importante, il faut que vous compreniez que c'est important cette partie marketing et que dans toute entreprise, pour arriver à fonctionner, dans tout business, il faut faire des investissements au départ pour que ça marche. Il faut pouvoir mettre de l'énergie, mais aussi de l'argent au départ pour qu'ensuite ça génère des revenus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez dès le départ. C'est que la musique, ça a beau être un produit très différent par rapport à d'autres. Il faut que vous compreniez que si vous voulez arriver à le vendre, il va falloir que vous prévoyez un budget et que vous prévoyez des moyens et des ressources pour arriver à en fait vivre de votre musique derrière.
Absolument. Ça me permet d'apporter une petite précision. Avoir des moyens financiers, ça ne veut pas dire tous les dépenser, enfin dépenser tout le budget dans de la pub, Facebook, Exactement. Insta, YouTube. Moi, j'ai bon nombre de groupes artistes, mais plus des groupes pour le coup, qui viennent me demander des conseils pour développer, gagner en visibilité, etc. Ils n'ont pas encore compris l'importance que de voir un peu plus moyen long terme, que de construire une vraie cohérence, un vrai univers, un vrai nom, une image de marque, que tout ça soit cohérent avec la musique, avec le public qui est ciblé. C'est tout de suite, on veut de la vue. Et exister sur le web, ça ne veut pas dire vraiment exister non plus. Encore une fois, je dis souvent, c'est pareil pour l'achat de robots, mais quand tu as beaucoup de vues, je ne suis pas certaine que ce soit le nombre de personnes qui sera là à ton premier concert. Donc, il faut fédérer Ouais. au départ, dès le départ, dans la vraie vie, avec des vrais gens. C'est important. Les ressources, c'est pas que effectivement l'argent que vous allez mettre dans de la publicité ou que vous allez mettre sur des solutions. C'est aussi le temps que vous allez passer. Oui. Aujourd'hui, dans les références dans le rap, des personnes qui arrivent à vraiment construire une communauté, c'est parce qu'ils passent un temps de fou à interagir en fait avec les personnes qui leur parlent sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux. Et en fait, ils fédèrent une vraie communauté qui sont intéressés par le projet, mais aussi parce qu'il y a un contact direct. Et ça, c'est très important de se dire. Qu'effectivement, vous allez peut-être avoir plein de vues sur une vidéo parce que vous avez fait de la publicité, mais ce qui va vraiment apporter derrière, c'est l'engagement. Donc, en fait, c'est des personnes qui vont suivre votre projet sur le long terme. Absolument. Et en fait, ce qui apporte de la valeur aujourd'hui, c'est certes de toucher des nouveaux fans, mais c'est de faire en sorte que ces fans restent. Absolument. Continuent d'écouter vos morceaux et d'écouter tous vos projets. Et ça, c'est du temps. C'est forcément un peu d'argent aussi, d'essayer de convaincre des personnes de parler de vous. Mais voilà, c'est de l'investissement en temps et en ressources aussi financières. Absolument. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Manuel Darro qui explique comment est-ce qu'il a fait la promotion, voilà, on va le dire comme ça, du titre À nos souvenirs de 3 cafés gourmands, où il a passé un temps fou à faire du mail, à faire du réseau social, à faire de la communauté dans la vraie vie. Et maintenant, on regarde ce que c'est 3 cafés gourmands. Je pense que le temps qu'il y a mis, ça a vraiment porté ses fruits. Oui, il l'a récolté. C'est clair. Complètement. Et d'ailleurs, si vous voulez contacter Manuel, il est sur Groover. Il est sur Groover, exactement. Donc, vous pouvez le contacter si vous voulez avoir un avis sur votre morceau. Absolument. C'est quelqu'un de super qui a des très bons conseils à donner. Ouais. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressantes à rencontrer pour comprendre en fait comment mettre en place une stratégie qui a du sens et qui a de la cohérence par rapport à votre Mais projet. c'est ça la clé, enfin les clés, le sens et la cohérence. C'est vraiment ça. Oui, complètement. Petite question subsidiaire. Tu me disais un peu plus tôt que vous étiez artiste, musicien dans l'équipe. Est-ce que vous continuez vos projets musicaux en side project ou est-ce qu'il y a des envies de carrière du coup ? Alors, c'est plutôt du side project, mais ça reste sérieux. C'est-à-dire que Jonas joue du synthé pour un groupe qui s'appelle Polycool, qui devait jouer à Wheel of Green. Donc, ça a commencé à monter et qui est notamment en playlist sur Radio Nova, qui a beaucoup utilisé Groover, du coup. Et Romain, dans l'équipe, on est 4 cofondateurs. Donc, avec Jonas, il y a Romain qui a monté un label avec son père, qui a un projet perso aussi à côté de musique un peu cold wave, etc. Et qui sort des morceaux. C'est vraiment hobby, mais il le sort sur les plateformes et il essaie quand même de se rendre visible. Et moi de mon côté, Déflagration continue, donc le blog continue à essayer de mettre en avant des artistes. Donc en fait, nos side projects continuent et en fait, on a vraiment construit cette plateforme aussi pour nous au départ. Donc en fait, c'est ça qui fait la volonté qu'on a de le développer et que ça soit vraiment efficace. D'accord. Comment tu t'organises toi entre tout ça ? Parce qu'entre le blog et la plateforme, j'imagine que tes journées sont juste énormes. Complètement. Je passe 100% de mon temps sur Groover et puis le reste sur le reste. Ok. Le reste. Donc en fait, très vague. Voilà. Non, mais le reste du temps, c'est-à-dire que je passe aussi du temps sur le reste, même si mes semaines sont vraiment à 100% dédiées à Groover. J'ai des horaires assez fous, mais c'est parce que je sais que ça vaut le coup. Je suis passionné par ce que je fais et c'est le cas de tout le monde dans l'équipe. Et clairement, on fait des horaires de fou. Donc, mais il faut le vouloir de se lancer dans la culture. Faut pas penser qu'en étant entrepreneur culturel, on va y arriver si on a des horaires si on fait 35 heures par semaine. C'est une illusion.
Même que vous puissiez lire même des articles qui vous disent oui, levez-vous tôt et finissez votre journée à 16h, prenez du temps pour vous, etc. Alors oui, pour votre équilibre mental, ça peut être important. Par contre, si vous voulez que ça marche, faut vous donner à 200% et être disponible tout le temps pour votre projet, même si vous en devenez fou de temps en temps. C'est la seule manière de faire quelque chose qui a vraiment du sens au niveau de votre projet. Absolument. Je ne peux qu'être d'accord avec toi et je vis absolument ça, déjà, moi en tant que chef de projet indépendante, depuis, bientôt 3 ans et puis là, via le podcast puisque du coup c'est 2 activités qui évidemment sont en lien, mais qui sont aussi, du coup différentes. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes phases de développement et cetera et j'y mets tellement du cœur qu'effectivement j'y passe aussi beaucoup de temps. Et là, actuellement, j'ai 3 stagiaires au niveau du podcast qui sont juste ouf. À la base, j'en voulais qu'un seul, mais en fait, les 3 sont géniaux, donc j'ai pas réussi à choisir et ils sont tellement complémentaires. Et vu que c'est à distance, je me suis dit, bon, au moins, on a une petite team de réussite du podcast. Et du coup, voilà, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Le temps, c'est précieux et en même temps, c'est le temps qu'on y met qui fait que ça se développe. Et tant qu'on y met du cœur, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Passer du temps pour procrastiner devant l'ordi, passer de blog en blog, ne pas passer à l'action, c'est pas efficace. Par contre, passer du temps et savoir où est-ce qu'on va, se positionner sur des objectifs, des to-do, etc. Là, c'est un vrai plaisir de mettre les mains dans le cambouis. Ouais, et surtout si vous trouvez un projet en fait qui vous passionne. Moi, je suis honnêtement un procrastinateur au départ. Je pense vraiment, c'est simplement tu que en l'assumes, fait, je c'est suis bien. tellement passionné. Ah, mais complètement. Mais je pense que j'ai réussi à le structurer. Dans ce cas du procrastinateur, c'est vraiment tu as un gros truc à faire, tu vas tout faire pour pas le faire, donc en fait tu vas faire plein de petites tâches autour. Mais si vous vous structurez et qu'en fait ces petites tâches elles apportent de la valeur et qu'elles restent quelque chose d'intéressant par rapport à votre projet, vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Et si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous n'aurez pas l'impression de travailler alors qu'en fait vous apportez beaucoup à votre projet. C'est vraiment intéressant de se former via des témoignages d'autres personnes et de comprendre en fait comment eux ont fait pour comprendre à la fois que c'est possible pour soi aussi, en partant de nulle part, d'arriver à construire un beau projet dans la culture notamment. Et le deuxième, en fait, qu'il y a des choses très pratiques qui sont dites, je pense, pendant ton podcast, qui sont directement applicables au projet. Donc, je pense que c'est des choses qui sont chouettes et qui valent le temps de passer du temps dessus, à écouter. Écoute, je pense que là, on a fait un grand tour. C'était génial. C'était très chouette. Si jamais tu veux revenir parler des avancées de Groover et de ton blog et de tes nouveaux projets, tu sais où me trouver. C'est avec grand plaisir qu'on discute de tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, c'est super intéressant. Oui. Je t'en prie. Trop cool. Super. Merci beaucoup, Dorian. Et puis, je t'en prie. Et à très bientôt. Ça marche. À très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tuned.